Bonjour à tous et bienvenue dans cette première vidéo de support du cours d'histoire-géographie. L'objectif de ces vidéos est de vous aider, vous les élèves en distanciel, à un petit peu mieux saisir les chapitres en cours et les activités qui vous sont demandées. Cette vidéo sera donc en deux parties, une première où je reviendrai rapidement sur le chapitre précédent afin que tout le monde soit prêt pour l'ODS de cette semaine. Puis dans un second temps, j'entamerai une seconde partie qui portera sur le nouveau chapitre d'histoire qui va être commencé mardi. Lors du dernier chapitre, nous avions pu voir en quoi l'ouverture atlantique, ou découverte de l'Amérique par Christophe Colomb en 1492, avait marqué une véritable rupture dans l'histoire. Ce qu'on avait pu voir dans ce chapitre, c'est que cette découverte de l'Amérique donc avait profondément bouleversé les sociétés européennes, mais également américaines. Et pour travailler ce chapitre, nous avions dans un premier temps commencé à travailler la question du contexte des grandes découvertes et plus principalement la question du contexte européen. Ce que l'on a pu voir, c'est qu'à l'époque, l'Europe est un continent qui est relativement enclavé, qui va être éloigné du continent où on va trouver le plus de richesses, qui est l'Asie. En effet, la ville de Constantinople a été prise par les Turcs en 1453 et donc la route de la soie est bloquée. De la même façon, la Méditerranée est contrôlée par les Arabes. Ce qui fait que, pour les Européens, la seule façon de se rendre en Asie, c'est de contourner l'Afrique. Et donc le premier qui va faire ça, ça va être Vasco de Gama en 1498. Toutefois, il va y avoir un marin génois qui s'appelle Christophe Colomb qui va avoir l'idée d'essayer de passer par l'ouest pour atteindre l'Asie. En effet, cette époque des grandes découvertes est également une période où on va redécouvrir certains auteurs antiques, notamment Ptolémée, avec son livre Géographie qui date du IIe siècle, qui avance l'idée de la rotondité de la Terre. Mais au-delà de la redécouverte de ces auteurs antiques, on va également voir de nombreuses avancées techniques qui vont apparaître. On va par exemple pouvoir citer l'invention de la boussole, du sextant, de l'astrolabe ou encore de la caravelle. Et c'est justement en servant de tous ces outils que Christophe Colomb va réussir à atteindre l'Amérique en 1492. Cependant, pour lui, il n'est pas arrivé sur un nouveau continent, il est arrivé en Asie. Et ce n'est seulement qu'en 1507 qu'un homme dénommé Amerigo Vespucci va se rendre compte que, eh bien, effectivement, en fait, on est tombé sur un nouveau continent. Cette découverte va ouvrir la voie à de nombreuses expéditions, dont la plus connue va être la première circumnavigation, donc le premier tour du monde en bateau, par Magellan de 1519 à 1522. Du côté américain, avant l'arrivée des Européens, on va voir que de nombreuses civilisations existent déjà, de nombreux empires. On peut ainsi citer les Incas, les Aztèques ou les Mayas. Ces empires ont réussi à conquérir tous les peuples aux alentours, qui doivent donc leur payer un tribut, une sorte de taxe. Mais ce qu'on va également voir, c'est que ces peuples ne sont pas si éloignés au final des Européens. C'est-à-dire que ce sont des peuples qui vont pour la plupart vivre dans des grandes villes, comme Tenochtitlan, qui va compter environ 200 000 habitants, et connaissent déjà l'existence des routes, et certaines vont être assez développées à cette époque-là. C'est dans ce contexte-là que donc les Européens vont arriver en Amérique. Ces grandes découvertes, elles ont justement eu de grandes conséquences, notamment des conséquences politiques. En effet, les premiers pays arrivés, donc l'Espagne et le Portugal, vont se séparer, vont se diviser l'Amérique, mais également tout le monde colonial avec le traité de Tordesillas en 1494. Ce qui va se passer, c'est que les Portugais vont se réserver les côtes asiatiques, africaines et le Brésil, tandis que l'Espagne va s'approprier la quasi-intégralité du continent américain. Ces deux peuples vont conquérir l'Amérique de deux façons différentes. Tout d'abord par la guerre et les massacres, qui vont être très nombreux, on aura l'occasion d'y revenir un petit peu plus tard, mais également par l'évangélisation, à savoir la christianisation des peuples présents sur place. Cependant, cette division du monde américain et du monde colonial plus général en deux parties que sont donc les parties espagnoles et portugaises vont fortement déplaire aux autres puissances européennes qui donc n'ont pas du tout leur mot à dire dans cette histoire-là. Ces autres puissances européennes ne peuvent pas s'approprier les richesses américaines car elles sont déjà monopolisées par les deux pays cités précédemment. Et donc ce qu'on va voir, c'est que ces puissances européennes, elles vont envoyer des corsaires pour intercepter les bateaux espagnols et portugais qui reviennent d'Amérique, afin un petit peu d'essayer de profiter de ces richesses-là. Les conséquences économiques vont également être très importantes, avec notamment l'apparition du commerce triangulaire. Ce commerce triangulaire, il va tirer son nom en fait de la forme triangulaire que vont avoir les échanges à cette époque-là entre l'Europe, l'Afrique et l'Amérique.
Ce qui va se passer, c'est que les Espagnols et les Portugais vont aller chercher des esclaves en Amérique qui vont être échangés contre des armes ou des objets de peu de valeur. Et ces esclaves africains vont être emmenés ensuite en Amérique pour travailler pour les Européens. Enfin, les marchandises ou les richesses qui ont justement été produites par les Américains ou les esclaves noirs africains vont être ramenés en Europe pour être revendus. Et 3 grands types de marchandises donc vont être échangés à cette époque-là, à commencer par l'or et l'argent, qui vont donc relever de la puissance espagnole, de la puissance de Séville, en particulier comme ville. Ce produit va être un produit du commerce triangulaire et va surtout voir le travail des Indiens dans les mines. Ces Indiens ne vont pas être des esclaves, mais vont être obligés de travailler dans les mines car ils doivent payer la mita. La mita, c'est une sorte d'impôt qui va les obliger à travailler 6 mois par an. Ce commerce, donc de l'or et de l'argent, va également attirer de nombreux corsaires, car c'est entre guillemets la marchandise la plus facile à voler pour les autres puissances européennes. Les 2 autres grands types de marchandises échangées à cette époque vont quant à elles revenir à la puissance portugaise, notamment la puissance de la ville de Lisbonne. La première de ces marchandises est les esclaves africains. Ces esclaves africains sont donc échangés, j'en ai déjà parlé tout à l'heure, contre des armes ou des marchandises de peu de valeur, et donc vont être donnés à des négriers. Les négriers sont les vendeurs d'esclaves africains qui vont généralement trouver les esclaves dans les peuples vaincus. En effet, l'Afrique est un pays peuplé de diverses cultures, peuplé de divers peuples qui vont, comme un petit peu tous les autres continents, avoir tendance à se battre, à faire des guerres. Enfin, la question du commerce du sucre est une question intéressante à traiter, car, contrairement à ce que l'on peut penser, le sucre n'est pas une espèce végétale endémique de l'Amérique. C'est une espèce qui a été amenée par les Européens en Amérique. Ce commerce du sucre va être surtout orienté autour de la question des esclaves, car ce sont les esclaves qui vont pour la plupart travailler dans justement ces champs de sucre, et sucre qui sera au final ramené en Europe pour être vendu. Enfin, ces grandes découvertes, elles vont avoir des conséquences humaines très importantes, en particulier pour les populations indiennes et africaines. Les populations africaines, tout d'abord, vont être entassées et attachées entre elles dans les caravelles, ce qui fait qu'on va avoir un taux de mortalité extrêmement important, avant même d'atteindre l'Amérique. Et une fois en Amérique, ça ne va pas s'arranger pour ces populations-là, car les esclaves noirs africains vont travailler quasiment nuit et jour dans des conditions extrêmement dures. Ils vont être frappés, battus, torturés, et ceux qui tenteraient de s'échapper vont être tués. Toutefois, certains esclaves vont être un petit peu mieux traités que les autres. Il va s'agir des mulâtres et des mulâtresses. Les mulâtres et les mulâtresses, pour faire simple, sont des enfants métis issus généralement de relations non consenties entre maîtres et esclaves, ce qui encore une fois va montrer les conditions horribles des esclaves noirs africains. Concernant les Indiens, les conditions de vie ne vont pas être bien meilleures. En effet, la population indienne va chuter de presque 60 à 90% en l'espace de 200 ans. Cette importante baisse de la population amérindienne va être due déjà aux massacres, qui vont être extrêmement nombreux. Notamment, on peut citer le siège de Tenochtitlan par Hernán Cortés, qui va faire de très très nombreux morts, mais également en raison des conditions de travail dans les mines. On l'a vu tout à l'heure, les Indiens vont devoir travailler dans les mines à cause de la mita. Et leurs conditions de travail vont être très dures dans la mesure où ils vont être entassés sous terre, ce qui fait qu'on va avoir des morts déjà d'intoxication en raison du CO2, mais également on va avoir de nombreux éboulements car rien n'est fait pour prévenir ceci. Donc on va avoir de nombreux morts. La dernière raison, ça va être la question du choc microbien. Ce choc microbien, il va être dû à l'importation de nouvelles maladies par les Européens en Amérique. En effet, les Européens sont habitués à vivre près du bétail, près des animaux, et vont avoir un système immunitaire qui va être très résistant à certaines de ces maladies. Ce n'est pas du tout le cas des Indiens, ce qui fait que quand les Européens vont débarquer en Amérique avec toutes ces maladies, leur système immunitaire n'est absolument pas prêt, ce qui va mener à une véritable diminution, une véritable décimation de la population amérindienne à cette époque-là. Et justement, la question des Indiens est une question qui commence à se poser à cette époque-là, à savoir, les Européens viennent de découvrir une nouvelle civilisation, une nouvelle population. La question qu'ils vont se poser, c'est est-ce que ces Indiens méritent d'être réduits en esclavage? Est-ce que ces Indiens ont une âme ou non? S'ils ont une âme, ça veut dire qu'il est possible de les évangéliser, donc de les convertir à la religion
chrétienne, et on va se demander si c'est possible ou si ce sont un peuple de sauvages qui ne sont bons qu'à être réduits en esclavage. Cette question, elle va justement être au centre de la controverse de Valladolid qui va avoir lieu en août 1550. Cette controverse de Valladolid, elle va opposer deux hommes, Juan Rines de Sepúlveda et Bartolomé de las Casas. Pour Sepúlveda, les Indiens sont un peuple de sauvages qui vont pratiquer des sacrifices humains, qui vont pratiquer la mauvaise religion, car pour les Européens à cette époque-là, la seule religion valable est le christianisme, mais ce sont également donc des populations qui sont, d'après lui, peu éduquées, qui sont sauvages, car il n'y a pas de loi écrite chez eux. On va également pas forcément trouver de monuments aussi grandioses d'après lui que ce qu'on peut trouver en Europe. Et enfin, la dernière raison qui, selon lui, va expliquer que ce sont un peuple de sauvages qui méritent d'être réduits en esclavage, va être la question des arts qui, pour lui, ne vont pas exister à cette époque-là chez les Indiens. Pour Bartolomé de las Casas, en revanche, c'est tout l'inverse. Selon lui, cette population indienne doit être évangélisée et peut être évangélisée, car ce ne sont pas des sauvages, bien au contraire. Les sauvages sont plutôt les Européens qui sont arrivés et qui ont massacré un peuple qui était à la base pacifique et quasiment pas armé. Également, pour lui, les Indiens sont un peuple qui va être, qu'il est possible d'évangéliser de manière pacifique, donc justement en avançant l'idée que si on arrête de les massacrer, peut-être qu'ils seront plus réceptifs à la religion catholique. Ce qui va effectivement plus ou moins bien marcher, car aujourd'hui, la quasi-totalité du continent sud-américain est chrétienne. Et justement, c'est Bartolomé de las Casas qui va l'emporter cette controverse, ce qui fait qu'on va arrêter de considérer les Indiens comme étant des personnes que l'on peut réduire en esclavage, des personnes qui sont dépourvues d'âme. On va les considérer comme des êtres humains que l'on peut évangéliser, et c'est ce que les Européens vont faire à partir de cette époque-là. Le problème que ça va engendrer, c'est que les Européens ont toujours besoin de main-d'œuvre en Amérique. Et donc, on va avoir une généralisation du commerce des esclaves qui va se perpétuer sur plusieurs siècles encore. Et c'est donc là-dessus que ce chapitre d'histoire est terminé. Et c'est sur ce chapitre-là que portera donc le DS de cette semaine. Et il est désormais temps de parler du nouveau chapitre d'histoire que nous allons entamer en classe mardi. Ce chapitre d'histoire, il va porter sur la Renaissance, et plus précisément donc les mutations de l'Europe à cette époque-là, avec notamment l'humanisme et les réformes religieuses. En effet, la période moderne n'est pas seulement une époque qui va se distinguer du Moyen-Âge par la découverte du nouveau continent qu'est l'Amérique, mais elle va également se différencier de cette époque précédente, de cette période précédente, par l'apparition de grandes innovations techniques, mais également de nouvelles façons de voir le monde qui vont toucher l'art, la science et les techniques de manière plus générale. Et c'est ainsi qu'il va être possible de se poser la question suivante: comment la période de la Renaissance est-elle une période marquée par une évolution des pensées, de l'art et de la religion? Pour travailler ça et un petit peu pour introduire ce chapitre, on va travailler ensemble un tableau qui est un tableau de Hans Holbein le Jeune, qui date de 1533 et qui est intitulé Les Ambassadeurs. Dans ce tableau, on va un petit peu retrouver tous les éléments de la problématique et je vais un petit peu vous expliquer pourquoi par la suite. Ce tableau, il va représenter l'ambassadeur de François Ier en Angleterre et l'un de ses amis diplomates. Ce qu'on va voir, c'est que ici, on peut constater que ces deux hommes sont représentés comme des hommes intelligents, des hommes cultivés et importants. Ça va être une véritable rupture par rapport à ce qui se faisait au Moyen-Âge. En effet, au Moyen-Âge, les hommes étaient représentés de manière plutôt négative, en fait, où l'homme était forcément dépendant de Dieu et n'avait rien d'extraordinaire en soi. Justement, le fait de penser que l'homme est finalement important et doit être mis au centre des préoccupations, c'est ce nouveau courant qui est l'humanisme. Donc l'humanisme, c'est une des premières définitions de ce chapitre, et il se définit comme étant le mouvement de pensée qui renoue avec les valeurs de l'Antiquité et met l'homme au centre de ses préoccupations. La question de l'Antiquité, ne vous en faites pas, on pourra voir ça un petit peu plus tard. Ce que l'on remarque également, c'est que c'est un tableau qui est plutôt bien réalisé avec énormément de détails et de la perspective. Et justement, ça, c'est une évolution aussi en soi. La perspective, c'est quelque chose qui n'a pas toujours existé. On peut le voir avec ce tableau qui date de 1410, qui est d'un peintre inconnu, qui s'intitule Le Jardin de Paradis. On voit que la question des perspectives n'est pas vraiment là.
Donc ça aussi, ça va être une des grandes avancées qu'on va avoir à cette période, qu'on appelle la Renaissance. Donc la Renaissance, c'est la deuxième définition, et c'est la période de l'époque moderne associée à la redécouverte de la littérature, de la philosophie et des sciences de l'Antiquité. Au vu de tout cela, il est temps de reprendre la problématique et de voir en quoi on y retrouve tous les éléments dans le tableau. Donc dans ce tableau, déjà, ce qu'on va pouvoir voir, ce sont les évolutions de la pensée qu'on va trouver à la Renaissance. On va ainsi voir derrière les deux diplomates un globe terrestre qui va représenter l'Amérique, ce qui va donc montrer qu'on a pris conscience que la Terre est ronde. En parlant des évolutions, on va pouvoir parler des évolutions techniques et scientifiques. Ce qu'on va pouvoir voir sur ce tableau, ce sont des livres de calcul, mais également des cadrans solaires. Enfin, pour la question de la religion, on voit en bas du tableau une sorte de grosse tache, et en fait il s'agit d'un crâne en anamorphose. Crâne en anamorphose, ça veut dire qu'en orientant le tableau d'une certaine façon, on va pouvoir y voir un crâne. Et ce crâne, il va signifier la crainte de la mort que les Européens vont commencer à éprouver. On va un petit peu commencer à rentrer dans une période où on va remettre quelque peu en question la religion, et notamment la question de l'accès au paradis. Et tout ça, ce sont des éléments donc, que l'on pourra voir au cours de ce chapitre. Il s'agit donc d'un temps d'effervescence intellectuelle, et c'est ce que nous allons commencer à travailler mardi avec le grand 1, donc, qui s'intitule un temps d'effervescence intellectuelle. Et dans ce grand 1, ce que l'on va pouvoir travailler dans un premier temps, ça va être la question de la naissance de l'humanisme. Pour travailler cela, ce que je vais vous proposer, ça va être une activité sur un texte. Donc ce texte, vous pourrez le trouver sur le document Word dans le cahier texte de la séance de mardi, et tout y sera indiqué. Donc il y aura un tableau à remplir à partir de ce texte-là. Comme d'habitude, la correction de cette activité sera retrouvée dans le cahier texte de la séance suivante, donc dans le cahier texte de mercredi. Et c'est donc sur cette présentation que se finit la vidéo d'aujourd'hui. Je vous souhaite donc à tous de bonnes révisions et bon courage pour les prochaines activités.